Bonsoir à toutes et à tous. Alors d'abord c'est pas sympa m'accueillir à Marseille avec de la pluie, c'est sympa. Attendez, j'avais parlé de la pluie hier, de la grêle, et je me dis bon demain je vais prendre un peu de soleil. Voilà. Bon c'est pas grave, on fera avec. Donc le thème qu'on va essayer de développer ensemble ce soir, c'est les addictions. D'accord? Justement, il y en a qui ferment la table, c'est parfait. Est-ce qu'il y en a qui a une montre par contre? Une montre. Vous entendez pas très bien? Voilà, j'en ai une ici qui est là. Vous entendez pas très bien? Non, il faut me le dire. Donc le thème qu'on va développer ensemble ce soir était réflexion sur les addictions. D'accord? Donc tout le monde est au courant d'une addiction. On va essayer de voir en vérité ce que c'est, mais c'est-à-dire a priori, qu'est-ce que vous nous envoyez un rabbin pour parler des addictions? A priori, c'est l'univers de la psy. Est-ce que la Torah a quelque chose à dire sur ce sujet? Et à partir de là, quelle peut être la réflexion qu'on peut avoir sur cette thématique? Alors, on va réfléchir de manière générale au concept de l'addiction. Et puis après, on va essayer de réfléchir sur qu'est-ce que ça génère au fond au quotidien. Et est-ce qu'il y a une possibilité pour une personne de s'en tirer? Alors, je vais commencer d'abord par vous raconter une histoire qui est une histoire vraie. Il y a en Israël un centre qui s'appelle Rotorno. Rotorno, c'est un centre qui est pas loin de Beth Shemesh, qui est dirigé par quelqu'un qui est à la fois psy et en même temps rave, qui s'appelle le Rav Eckstein, et qui a là-bas donc tout un centre qui est là pour recevoir les personnes qui sont victimes d'addiction. Des addictions à tout. Des addictions à l'alcool, des addictions au jeu, des addictions à la pornographie, des addictions à Internet, des addictions à tout ce que vous voulez. Il y a des addictions à énormément de choses. D'accord? Et donc, bon, c'est un endroit très intéressant dans lequel on fait un travail sur les addictions, entre autres avec des chevaux. C'est vraiment tout. Les gens montent là-bas pour plusieurs mois, parce que quand on est addict, on est addict. Et on va essayer de comprendre c'est quoi et pourquoi on est addict. Et l'histoire un jour est la suivante. Il y a donc un couple qui arrive avec un jeune homme, et ils l'ont persuadé de venir, parce que tout simplement, il considère qu'il est addict à Internet, il était addict à son portable, il ne lâchait rien. Alors, c'était l'époque où il n'y avait pas encore trop de portables, c'était surtout Internet, son ordinateur. Bon, donc il arrive, il s'assoit, il discute avec eux, et puis, au bout d'un certain temps, il regarde les parents, il dit « Mais écoutez, moi je ne comprends pas pourquoi vous m'avez amené votre enfant. Ce jeune homme, a priori, n'est pas du tout addict. Il n'est pas addict. » Alors bien sûr, lui est super content, il dit à ses parents, vous voyez bien que je ne suis pas addict, vous voyez bien, vous m'avez amené, mais tant pis. Et continue, il dit d'ailleurs, je vais même vous le prouver qu'il n'est pas addict, et on va le voir très rapidement, regarde, tu sais ce qu'on va faire, tu vas me donner ton portable, tu vas me donner ton ordinateur pendant une semaine. Et là, brusquement, il fait non! Et alors le gars regarde, il dit donc, on fait quoi maintenant? Il dit ok, vous avez gagné. Le problème de l'addiction, c'est au fond d'abord, en premier lieu, le problème de l'acceptation. Alors, pour vous donner une image plus claire, il faut savoir que est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui soient éventuellement pilotes de chasse? Non? Ou pilotesses de chasse? Je ne sais pas si ça se dit... Bon. Il n'y a pas de pilote de chasse ici. Bon, Abraham qui m'a déçu. Moi je pensais que... Alors quand on est pilote de chasse, il faut savoir que c'est un métier relativement dangereux, mais il y a une situation qui peut être catastrophique, dans lequel le pilote lui-même peut littéralement se planter tout seul. C'est lorsqu'il est au-dessus de la mer, et qu'à un moment, à force de tourner dans tous les sens, eh bien, il confond le ciel et la mer. Lorsqu'en effet, à un moment, il confond avec la ligne d'horizon ce qu'est le ciel et ce qu'est la mer, eh bien, il est persuadé qu'il va vers le ciel alors qu'il peut être en train d'aller vers la mer, et ce sont des choses qui existent. Et le problème, c'est que comme il est convaincu que ce qu'il croit être la mer, c'est le ciel, et ce qui est le ciel, c'est la mer, il n'arrive pas du tout à entendre
voire même à croire ces instruments parce qu'il s'est persuadé lui-même d'une certaine chose. Et à partir du moment où il accepte d'imaginer que peut-être ce qu'il croit être n'est pas nécessairement ce qui est, à partir de ce moment-là, on a des chances en effet qu'il puisse s'en tirer. Sinon, ça peut être la catastrophe. Avant de rentrer dans le phénomène des addictions en tant que tel, elle nous renvoie à une réflexion beaucoup plus large, qui est le principe d'accepter quelque chose, la capacité à un moment de se dire « mais c'est vrai, j'ai un problème, j'ai une difficulté ». Accepter est le point de départ de tout mouvement qui peut nous aider à nous transformer. Tant que l'on n'est pas dans l'acceptation, eh bien, quelque part, on ne peut d'aucune manière régler quoi que ce soit. Ça, c'est le point de départ. Et vous allez d'ailleurs souvent rencontrer des personnes qui vont vous expliquer, qui vont vous dire « mais non, pas du tout, je te dis, tu crois, ce n'est pas vrai ». On est dans une forme de déni de la réalité, et ce déni de la réalité nous permet de ne pas nous confronter à quelque chose qui nous renvoie à ce qui est l'antithèse de ce que nous voulons être. Qu'est-ce qu'on veut tous être, et surtout quand on est jeune et moins jeune, on veut être libre. On veut être libre. Je suis libre. Je suis libre. Or, celui qui est addict est totalement prisonnier. Mais tant qu'il n'accepte pas qu'il est prisonnier de quelque chose, qu'il est soumis à quelque chose qui est au-dessus de lui, eh bien, il ne peut pas avancer. Au niveau purement médical, il faut savoir que l'on a un certain nombre de zones dans le cerveau et les phénomènes addictifs génèrent ce qu'on appellerait la production de ce qui fournira un sentiment de récompense à l'intérieur du cerveau. J'ai l'habitude de traiter ce sujet de manière générale avec quelqu'un qui s'appelle le professeur Michel Lejoyeux, qui est le patron du service d'addictologie, entre autres de l'hôpital Bichat, qui est psychiatre, chef de service, et qui donc est en France sans doute un des plus grands spécialistes de ce phénomène. Et donc généralement on fait ça à deux, et c'est très sympathique d'ailleurs. Et je ne vais pas prendre donc cette partie médicale qui ne m'appartient pas, mais néanmoins, je l'ai suffisamment entendu pour pouvoir vous retranscrire quelques éléments. Cette zone qui génère une récompense est activée par ce que nous sommes en train de faire au niveau d'une addiction quelle qu'elle soit. Et donc, évidemment, que l'on a besoin de lui donner cette récompense. On a besoin de lui donner cette récompense. Le phénomène addictif est là et nous enferme. Pourquoi? Et je vais prendre un exemple très simple. Mais avant tout, regardez ce que les textes nous disent. La Gemara nous dit de manière très claire et nous parle de l'addiction. Et de quelle addiction elle nous parle en premier lieu? De l'addiction à la sexualité. La Gemara nous dit Yesh ever katan ba'adam, sov-o mari'iv'o, mari'iv'o sov-o. Ce qui veut dire, et les chachamim ont cette force de dire les choses très claires. C'est-à-dire quand on parle d'un sujet, on en parle clairement. De manière générale, dans notre conversation au quotidien, on a une certaine forme d'élégance de langage, un certain raffinement. On ne joue pas bas de gamme. Et quand on parle de problématiques très concrètes, eh bien, il faut bien les désigner avec des mots. Dans la conversation au quotidien, au contraire, la Torah nous demande et nous recommande d'avoir une certaine forme de raffinement, de langage, une certaine forme d'élégance. Mais quand on parle d'une problématique, il y a quelqu'un, il a mal au nez, on ne va pas dire il a mal à cet organe qui ressort du visage, non, il a mal au nez. On le voit d'ailleurs, vous savez, quand la Torah nous parle des animaux qui ne sont pas purs, c'est quand elle raconte l'histoire de Noach, elle dit les animaux qui ne sont pas purs, parce que là, on parle, mais dès le moment où on parle des lois de pureté et d'impureté, on dit les animaux impurs, parce qu'à un moment, il faut le dire. Donc dans la conversation, les Chachamim nous ont appris à avoir un langage élevé. Lorsque l'on parle d'une problématique ultra concrète que l'on doit gérer, on cite les mots pour bien comprendre de quoi on parle. Donc, les Chachamim nous disent Yeshever katan badam. L'homme a un
l'intérieur de son corps, dans son corps, Ever Katan, un membre qui est plus petit que les autres, plus petit qu'un bras, plus petit qu'une jambe, il est plus petit. Il s'agit donc de l'organe reproducteur masculin. Et là, à travers une formule très lapidaire, il nous décrivent la problématique. Sauve-o Marivo, Marivo sauve. Plus il cherche à le rassasier, plus il est en train de l'affamer. Plus il l'affame, plus il se rassasie. Traduit de manière différente, le phénomène addictif, c'est rentrer dans un monde dans lequel une expérience, quelle qu'elle soit, génère chez nous ce qui est du domaine du plaisir, et donc au bout d'un moment, on est à la recherche permanente de ce plaisir qui, au lieu justement de nous permettre de nous sentir rassasiés, éveille à nouveau un désir. Et on rentre dans une spirale. Mais on va aller un tout petit peu plus loin dans ce que j'appellerais l'univers des addictions négatives. Enfin, elles le sont toutes. Et je prends quelques addictions, et je prends un exemple un peu fort. Je suis désolé, mais à un moment, je vais rentrer dans le sujet. Les addictions, par exemple, à la pornographie. On en trouve énormément. Énormément de personnes qui sont addictes à la pornographie, c'est-à-dire qui très régulièrement vont voir des films de ce type. Ça existe aussi bien chez les garçons que chez les filles. Je peux vous le garantir, ayant été confronté à des cas dans tous les univers. La personne sait très bien qu'au fond, c'est pas elle. Elle sait très bien que c'est pas elle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, elle va se retrouver à se confronter à ça. Elle va avoir un moment d'excitation, un moment dans lequel elle est un peu hors monde. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans ce genre de choses, si on ne résiste pas pendant les 15 premières secondes, c'est fichu. C'est-à-dire quand vous observez quelqu'un qui est addict, il voit l'objet de ses désirs, ça peut être son portable, ça peut être ce que vous voulez. Il a quelques secondes encore pour dire « Attends, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans ?» S'il n'arrive pas dès le début à se dire « Mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans ?» Il est dedans, et le monde qui est autour de lui, brusquement, n'existe plus. Il est complètement dans son truc. Une fois que le moment addictif se termine, qu'est-ce qui se passe? De manière générale, il y a un sentiment de mal-être qui est là, même si on a envie de le cacher. Pourquoi? Je ne parle même pas du problème de c'est permis, de c'est interdit, de chas de shalom. Je ne parle pas de ça. Il y a tout simplement un sentiment qui est là, parce qu'on se rend bien compte qu'au fond, on a été ici pour pouvoir vivre une expérience d'un instant qui ne nous construit d'aucune manière. Ce sentiment de mal-être, nous avons besoin de le combler. Comment est-ce qu'on le comble? Avec la seule chose dont on a l'habitude qu'elle nous donne du plaisir, c'est-à-dire le phénomène de l'addiction, y on replonge. C'est-à-dire que de manière très intéressante, ce qui se passe, c'est que le moment de l'addiction, on le vit. Après, il devient une forme, on tombe vers le bas. Ce mal-être fait partie de nous, même si on ne se l'avoue pas. Pour pouvoir à un moment oublier ce moment de mal-être, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à nouveau vers cette chose à laquelle on a l'habitude. C'est comme quelqu'un qui est addict à l'alcool, quelqu'un qui est addict au jeu et tout. Si tu lui demandes qu'est-ce qu'il en pense, souvent il dit « Non mais je sais que c'est pas bien, j'arrête, je vais me faire interdire de casino, je m'adhère. » Et après, il a besoin d'y aller. Pourquoi? Et au bout d'un moment, on devient dans une vraie problématique psychiatrique. Et on peut être quelqu'un de très bien. Je connais des personnes qui ont perdu des millions d'euros. Des millions, pas des centaines de milliers d'euros, dans des problématiques d'addiction au jeu. Mais quand vous les regardez au début, il dit mais non, pas du tout, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est exactement le problème du gamin là-bas. Mais non, pas du tout. Si je les retire, ad vitam aeternam, il dit non, je peux pas. Donc tu l'es. Mais le grand problème, c'est que chacun est persuadé que ça ne le concerne pas, ça concerne l'autre. Être adulte, c'est accepter à un moment de se confronter à une réalité de nous-mêmes qui n'est peut-être pas aussi belle que celle que l'on croirait, mais savoir que justement, la découverte de cette réalité, c'est une proposition que l'on nous fait pour commencer à avancer, à progresser dans l'existence. Parce que le coup de se dire « j'arrête quand je veux, comme je veux », c'est faux. C'est faux et c'est faux. Sachez que on peut de temps à autre faire des parenthèses, mais ces parenthèses sont des moments d'illusion qui ne sont là que pour mieux replonger. Je ne sais pas si vous le savez, mais
Pourquoi est-ce qu'il est extrêmement dangereux de conduire quand on est très fatigué? Parce que pour ceux qui éventuellement sont en médecine ici, ils le savent, et bien qu'on est dans un état de fatigue extrême et que l'on conduit, le cerveau peut produire l'image de quelque chose que l'on croit voir, alors qu'en vérité on a les yeux fermés. On voit une image de route, alors qu'en vérité on a les yeux fermés. C'est-à-dire, on peut se construire une image de quelque chose qui n'est pas réel, et c'est exactement ce qui va se passer dans les addictions. C'est-à-dire, on va être capable de créer des parenthèses pour pouvoir se rassurer, pour pouvoir encore mieux replonger à l'intérieur de celle-ci. Ainsi est l'individu, et on peut être juif, pratiquant, religieux, rabbin, ce que vous voulez, on peut tomber dans ces problèmes d'addiction. Les addictions sont les lieux d'inexistence pour ceux qui n'ont pas pris le temps encore de vouloir exister. C'est-à-dire que l'addiction est là pour remplir un vide, pour remplir un manque, pour créer une sensation que l'on n'arrive pas à retrouver par ailleurs. Elle est là pour oublier aussi une souffrance. Elle est là aussi pour mettre de côté une difficulté. Elle est là pour tout simplement m'empêcher de penser à ces moments difficiles, voire même évacuer des expériences nocives que l'on a pu vivre dans son enfance, dans la relation à ses parents, ou lorsque l'on a été aussi, et je le dis avec des mots clairs, victime d'abus. Chose qui existe partout. Et que quand on a été victime, eh bien qu'on le veuille ou pas, il y a une souffrance qui reste, et cette souffrance à un moment, eh bien, va générer des comportements qui vont nous permettre de nous arracher à cette souffrance qui fait toujours partie de nous. Donc l'addiction, évidemment, est et n'est pas une maladie. Elle n'est pas, parce que souvent les gens disent « mais je ne me sens pas malade ». Mais elle l'est, parce que c'est une symptomatologie, ça fait partie de toutes sortes de choses sur lesquelles il y a des processus à mettre en place. Elle est l'expression d'une fuite, elle est une manière à un moment d'évacuer les problématiques auxquelles on est confronté. Et ça, c'est donc le premier point. Travail d'acceptation, et vous le voyez aujourd'hui, à travers les portables, l'addiction est présente de plus en plus fortement. Vous avez des jeunes, si vous leur supprimez leur portable pendant 24 heures, ils n'y arrivent pas. Combien je connais de jeunes juifs pratiquants qui sont chômeurs Shabbat, sauf pour le portable. On est dans une addiction. Je ne peux pas me passer de voir. Est-ce que j'ai eu un truc? Est-ce que j'ai quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Mais non, ça va détente. On est dans une addiction. On est dans une addiction. Et l'addiction, c'est quelque chose qui, à un moment, m'empêche de me consacrer à des choses essentielles. M'empêche, parce qu'elle m'a pris, de savoir m'investir sur des choses qui sont fondamentales. C'est-à-dire, je vais rester 2-3 heures sur Facebook, sur tout, en permanence, et puis après, il faut aussi que je travaille, il faut aussi que je fasse certaines choses, mais dès le moment où j'ai un moment, tout de suite, je vais là. On est addict. Ah, tous les autres le font. Et alors? C'est pas parce que les autres se suicident qu'on va le faire ça aussi. Hein. On n'est pas ici dans un problème de religion. On va voir ce que la Torah a à en dire. On est ici dans un problème d'équilibre personnel. On est ici dans la capacité que l'on a de s'arracher à quelque chose et de construire sa vraie histoire. Le nombre d'heures que l'on passe aujourd'hui, par exemple, sur un portable, si vous les additionnez, c'est colossal. On passe aujourd'hui en moyenne entre 4 à 6 heures devant un écran tous les jours. Je ne parle pas de l'écran sur lequel vous devez travailler. Entre 4 à 6 heures. C'est ça les chiffres. Entre le jeu vidéo, entre les infos, entre les messages, entre le reste et tout. Vous imaginez, allez, on va être détendu. On ne va pas dire 4, on va dire 3, on va dire même 2. Ce qui est complètement fou, hein, c'est fou. On va dire 2 heures par jour. Donc c'est-à-dire par semaine, 14. En 2 semaines, 28. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, déjà, on a eu une journée pleine et entière, de jour et de nuit, qui était consacrée à des choses qui ne nous ont rien amené. Qu'est-ce que ça m'a amené? Rien. 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 Et la plupart du temps, ça générait des stress,
J'ai regardé toutes sortes de choses dont je peux parler aux autres parce qu'il y a ça et les effets d'à côté, c'est-à-dire ce qu'on appelle le coup franc indirect. Le coup franc indirect, c'est « t'as vu la vidéo, t'as vu le truc, t'es au courant ?» Et on est là, et en vérité on perd du temps. Le Zohar explique la chose suivante. Le Zohar explique que la perte de temps que l'on a, au niveau de la parole, à parler, à ne rien dire, ou avec ces messages qui sont là pour ne rien dire, il dit c'est aussi grave qu'émettre de la semence en vain. Parce que chaque moment de vie, c'est un potentiel de création. De la même manière que la semence, c'est un potentiel de création. Émettre sa semence en vain, c'est rejeter une potentialité de création et ne rien en faire. Perdre du temps, perdre des mots, c'est mettre de côté une potentialité de création et ne rien en faire. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas un temps dans lequel oui et un temps dans lequel non. De la même manière que quand on est jeune, on a une potentialité, on a des énergies folles dans tous les domaines, le potentiel de réalisation dans tous les domaines est extraordinaire. La grande difficulté que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, on n'en a même plus le temps. Je ne parle même pas de l'effet toxique. Allez, on ne va pas être addict au shit, on ne va pas être addict... L'addiction au shit, mais elle est bonjour. Non, mais ça, c'est juste détente. Ouais, vas-y, détente. Tu vas voir mon cerveau dans quelques années, tu peux l'avoir. Non, mais les gens disent, mais c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mon épouse a travaillé dans un des services les plus lourds, dans le service médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu pendant plusieurs années. Donc, elle me raconte ce qu'elle a vu là-bas, en psy. D'accord? C'est-à-dire le coup, mais non, c'est rien, si, c'est pas vrai. L'addiction au shit. Il y a des gens aujourd'hui, s'ils ne fument pas 2 ou 3 joints par jour, ça ne va pas. Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous imaginez ce que ça veut dire? Et comment tu veux t'arrêter? Comment tu veux t'arrêter? Le gars, il a dit que c'est la pornographie. Il dit, mais le jour où je me marie. Vous connaissez le nombre de couples dans lequel j'ai un problème, dans lequel les gens m'appellent en me disant, la femme, elle a dit, mon mari regarde toujours des films à 2 francs 50, ou parfois aussi les femmes. Non, mais le jour où je me marie. Rien du tout, mon frère. Quand t'es addict, t'es addict. Et c'est... Je plaide pour beaucoup de non-coupables. Parce qu'on l'a pas vu venir. Parce qu'on n'a pas vu venir le coup. Parce qu'on dit, ça va, c'est bon, ça va, c'est bon. C'est que quelque part, on l'a pas vu venir. Nous, on est la génération, on a eu de la chance. Pour aller vers toutes les choses à 2 francs 50 et devenir addict, il fallait vraiment se lever tôt, quoi. C'était super compliqué. Je voulais être addict de quoi? Des courses de chevaux, du tiercé. De quoi on pouvait être addict? À part de l'alcool, et à l'époque ça ne se faisait pas trop de boire, ou alors de la clope, devenir addict, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est open bar. Même addict au jeu, il faut que tu sors de chez toi, que tu es dans un salle de jeu, etc. C'est compliqué. Aujourd'hui, tu es là, derrière ton ordinateur, tout est ouvert. Donc on est dans une situation, en effet, beaucoup plus complexe. Et la grande difficulté, à un moment, c'est de se poser la question, de se dire, mais moi, où j'en suis par rapport à ça? La vraie difficulté que vous avez, je prends une addiction beaucoup plus classique, qui est l'addiction donc aux médias, l'addiction au portable, l'addiction à Internet. C'est que, imaginez que demain, ces 3 heures, 4 heures que on passe par jour, on les supprime. On va faire quoi pendant ces 4 heures? À quoi on va penser qu'on est dans les transports en commun? Qu'est-ce qu'on va faire quand on est en train d'attendre quelque part? Qu'est-ce qu'on va faire le soir dans son lit? Tu t'imagines? Qu'est-ce qu'on fait le soir dans son lit, dans les transports le matin, en sortant de la synagogue, pendant la Hazara? Je sais pas, ça va pas très loin. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien à faire. Tu t'imagines un peu l'angoisse? C'est-à-dire, on va réaliser qu'on a une masse de temps qui est à notre disposition, puisque jusqu'à présent, elle ne produisait quasiment rien, et elle est là. Je fais quoi avec ce temps? J'en fais quoi? Je l'utilise à quoi? Dans la mesure, et ça peut être quelque chose pour prévenir les addictions. Quand on est dans l'addiction, il faut aller consulter, hein, clairement. C'est quelque chose qui ne se règle pas seul. Quand on est en addiction, il faut un moment consulter, se dire « je suis victime de quelque chose que je ne maîtrise plus ». C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et ce n'est pas des médicaments, hein, ce sont des thérapies qui existent pour réapprendre à se positionner par rapport à la chose. On peut faire de l'hypnothérapie, il y a plein de méthodes. Et après, qu'est-ce qu'on se sent? Libre, libre,
qu'il est là, et tu te positionnes, et c'est pas lui qui prend le contrôle de ta vie. Espace de liberté réelle. Ce sentiment de liberté est incroyable. C'est incroyable parce qu'on voit que nous ne sommes plus soumis à quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Au-delà de ça, qu'est-ce qui va se jouer au fond dans le phénomène des addictions? Il y a une Mishnah qui dit « Ezeu chacham alomen mikol adam », ce qui veut dire « Quel est l'être sage? C'est celui qui apprend de tout à chacun. » Mikol adam, ça ne veut pas dire de tout homme, c'est-à-dire de tout ce qui traverse ta vie, tu peux apprendre quelque chose. En effet, dans la vie, on est confronté à des individus, à des situations qui, chacune d'entre elles, peuvent être pour nous source d'apprentissage, si on les observe et si on essaye d'en comprendre ce qu'elles veulent nous dire. Pour pouvoir prendre le temps d'apprendre de l'univers dans lequel on se trouve, il faut avoir le temps de regarder, pardonnez-moi, cet univers. Si je suis en permanence comme ça, je ne vois pas l'univers, et donc à partir de cela, tout ce que celui-ci pourrait m'apporter, je ne le verrai jamais, voire même, je ne verrai sans doute jamais celles ou ceux qui sont autour de moi, parce que je ne suis plus capable de voir les gens qu'à travers un tiers, c'est-à-dire un objet. Je ne suis plus capable de les voir. D'ailleurs, moi je trouve ça incroyable. Alors vous avez entendu parler de cette polémique à propos du grand deuil que France a vécu avec Johnny, n'est-ce pas, de Claude Lelouch. Vous avez vu sûrement, vous êtes au courant que Claude Lelouch a été vilipendé par les médias. Comment a-t-il osé faire un travelling du visage de toutes les personnes qui étaient en deuil au moment où on sortait, où on rentrait le cercueil de Johnny, je ne sais pas trop où d'ailleurs, d'accord. Donc imaginez, il était là, il a pris son machin, et puis hop, il a fait un travelling pour prendre en photo, pour filmer. Vous avez remarqué au mariage, comment ça se passe dans les mariages? Dans les mariages, quand laquelle elle arrive, moi je vous croyais que c'était un nouveau signe de reconnaissance. Alléluia, comme dans les concerts. Non, non, tout le monde prend, hop, et on est là. On est là. Genre, on est super angoissé que la vidéo que les parents ont pris pour le mariage ne fonctionne pas. Donc on a envie de leur dire, t'inquiète pas, j'ai tout pris. C'est sympa, c'est du chesed. Vis ton truc! Vis-le! Vis-le! Vous avez envie d'avoir un souvenir, mais pourquoi on a besoin d'avoir un souvenir? Et qu'on n'avait pas de souvenir visible, est-ce que ça nous manquait? Non. Mais aujourd'hui, quelque part, on va avoir ça, ce qui nous permettra à un moment de justifier le fait que l'on va de nouveau aller voir pour pouvoir se dire « Non mais j'ai vu quelque chose de très sympa, le mariage de ta copine. » Quoi, t'as repéré le khatan sur la vidéo? Non, alors à quoi ça sert de le revoir encore? Non mais c'est sympa, bien sûr que c'est sympa. Je ne te soupçonne pas de faire un truc horrible qui va te faire du mal. Mais vous savez, c'est sympa, mais j'espère bien. Déjà, c'est de la perte de temps. Deux, ça t'apporte pas grand-chose. Si en plus c'était moche, c'est nul. Au moins que ça soit sympa. Vous savez, c'est comme le gars, il me dit, moi j'ai rencontré une fille, elle est super, ou un garçon, il dit, une fille, elle dit, j'ai rencontré un garçon, il est super, elle a toutes les qualités du monde, juste il n'est pas juif. Je dis, mais j'espère bien, s'il n'est pas juif, au moins qu'il soit super, quoi. C'est ce genre de truc. Ouais, mais c'est sympa, mais j'espère bien que c'est sympa. Ben oui, ben oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus dans ta vie, dans ta construction personnelle? Qu'est-ce que ce moment-là t'a rajouté? Il t'a donné un moment de plaisir, de revoir à nouveau quelque chose. Maintenant, essaye d'imaginer, tu ne l'aurais pas revu. Moi, je n'ai pas revu le mariage de mes frères et sœurs depuis le jour de leur mariage. Parce que c'était à l'époque. Des caméras comme ça, quasiment. Je ne sais même pas, moi je crois que j'ai vu notre film de mariage peut-être 5 ans après le mariage. D'accord? Il est bien rangé, quelque part. Il faut d'ailleurs que je sache où il s'est dérangé. Enfin, si ma femme l'a rangé, elle doit savoir. Mais j'ai jamais vu, très sincèrement, je ne suis pas traumatisé de la vie. Ça ne me manque pas du tout. Et si un jour on le voit, ça sera sympa. Et si on ne le voit pas, ça sera tout aussi sympa. C'est-à-dire qu'en dehors de cette expérience du plaisir que l'on va vivre, si ça se présente, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de besoin. Il y a juste tout simplement du remplissage de temps parce qu'on n'a pas décidé de savoir quoi en faire. Les addictions surgissent, soit comme on l'a vu, pour combler
pour faire oublier une souffrance, et parfois c'est cela, et j'insiste, des souffrances qu'on a vécues dans son enfance, des traumatismes auxquels on a pu être exposé, des abus auxquels on a pu être victime. Et dans ce cas-là, il faut faire un vrai travail pour pouvoir en effet faire en telle sorte que ce qui nous permet de recouvrir le problème, on l'enlève et on se confronte à la difficulté. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais au-delà de ça, les addictions interviennent parce qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont présentes dans notre vie, qui ont suffisamment de sens et qui nous remplissent suffisamment pour que nous permettent véritablement d'avancer au quotidien. Et dès le moment où elles commencent à nous retirer ce temps, qui serait tellement fondamental pour d'autres choses, c'est là où c'est grave. Vous avez des parents, ils sont avec leurs enfants, ils ne jouent pas. Ils sont avec leur portable. Oui, oui, je suis là, oui. Jette ton truc, mets-le de côté. Tourne-toi vers quelque chose qui est essentiel. Donc là, on a une seconde réflexion à avoir, c'est sur la réflexion que l'on a à la notion du temps. Qu'est-ce que nous ferions de notre temps si en effet ces éléments qui nous permettent de le nourrir n'étaient pas là? Est-ce qu'on aurait un programme? Et ça, c'est déjà le second point. Avec, et je le redis encore, dans la problématique d'addictive, à un moment, un problème purement chimique. C'est-à-dire, c'est un problème physique. C'est-à-dire, j'ai besoin d'activer, de remplir ma zone de récompense. J'ai besoin qu'elle reçoive sa nourriture. Sinon, il y a une forme de manque. Et donc là, il y a un vrai travail à faire pour pouvoir à un moment réussir à vivre sans cette récompense qui nous est donnée. Et au passage, vous savez, qu'est-ce qui peut la nourrir énormément? Le sport. Le sport. Le sport. Et pas faire du sport comme un dingue tous les jours pendant 3 heures. Faire un quart d'heure de sport tous les jours aide énormément à lutter contre les addictions. Parce qu'à ce moment-là, il y a tout un phénomène qui se met en place, qui fait que cette zone est activée et que nous ressentons en effet un plaisir. Et ce plaisir-là, nous n'avons plus besoin, ou beaucoup moins besoin, de le remplir à travers quelque chose d'autre. Le sport va en effet jouer un rôle. Évidemment, il faut savoir en faire. Après, enfin, savoir en faire, courir, c'est pas compliqué, hein, c'est une paire de chaussures et puis c'est pas très compliqué. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans ce qui est aujourd'hui, j'ai l'impression, l'addiction de la majeure partie des gens, c'est-à-dire de tout ce qui a trait au phénomène Internet, portable et autres ambiances du même genre, sur lequel je pense que c'est de plus en plus présent. Quel est le problème numéro 1 qui existe derrière, au dehors du phénomène addictif et de la relation au temps? On s'habitue à une chose qui va avoir une incidence de manière beaucoup plus générale au niveau de notre vie. Et quelle est cette chose? C'est qu'on a un rapport complètement perturbé entre le désir et le plaisir. Entre le désir et le plaisir. Aujourd'hui, vous avez envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans tel endroit. Vous avez envie de savoir comment telle personne va. Vous avez envie d'avoir une réponse sur un problème très particulier. Vous avez envie de commander un billet, que sais-je? On dispose aujourd'hui d'un outil qui va nous permettre d'avoir immédiatement la réponse à notre question ou à notre envie. Alors c'est vrai que parfois ça sert beaucoup, mais en même temps ça crée des phénomènes très pervers. Tous ceux qui organisent des Shabbats pleins savent très bien que aujourd'hui on donne des réponses de plus en plus tard. Pourquoi? Parce que comme je peux donner de l'information le plus rapidement possible quand je le désire, donc le rapport au temps, je ne le réfléchis plus. Me dire, mais attends, moi je peux en un instant dire oui ou non, mais celui qui doit aller acheter le poulet, il va falloir quand même qu'il aille l'acheter, le faire cuire, ça on n'y pense plus. Et c'est très concret. C'est-à-dire les gens disent, mais je ne comprends pas quoi, il n'y a plus de place, qu'on ne peut pas venir. Mais non, tu ne peux pas, pourquoi? Parce qu'on a placé, appuyé sur un bouton et que le poulet il sort. Ça on ne sait pas encore faire. Ça viendra. Ça viendra. Mais il y a des choses techniques dans lesquelles le temps est nécessaire. Le temps est nécessaire. Le temps est nécessaire. L'autre jour, je sais, on a fait une soirée, et les gens, à un moment, on a arrêté, parce que le gars, il dit, moi j'ai le temps, il est en plat. Mais je comprends pas, mais c'est tout à l'heure. Je dis, oui, je suis désolé, on va pas faire la shrita du veau maintenant. Hein. Excuse-moi. T'as envie de venir, t'as envie de manger, voilà, pour venir et manger, il faut prévenir un peu plus tôt. C'est comme ça. Donc on a une relation au temps qui commence à se perturber.
Mais ce n'est pas tellement le problème de la relation au temps. C'est qu'on s'y prend à la dernière minute, on trouvera toujours un système. Mais au-delà de ça, et c'est là où c'est un peu plus complexe parce que ça va avoir une incidence très concrète dans votre vie amoureuse, c'est quoi? C'est que tout simplement, on s'habitue à ce qu'entre notre désir et la réalisation de celui-ci, il y ait quasiment plus de temps qui se passe, voire j'ai toujours une solution pour avoir ce que je veux. C'est-à-dire, j'ai commandé ici, ils n'ont pas, je pourrais commander ici, ils auront. Sur tel site, je voulais voir tel film, il n'y est pas, je pourrais aller voir ailleurs. Je trouverai toujours un moyen et un système pour obtenir ce que je désire le plus rapidement possible, sans que le temps pour y accéder ne soit trop long. En 2 mots, je me suis habitué à une chose, c'est de ne plus être frustré. Je ne suis plus frustré. La notion de frustration, par rapport à mes désirs, est de moins en moins présente. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire si à un moment il a voulu quelque chose récemment et qu'il n'a pas réussi à l'obtenir, en dehors justement d'une déclaration d'amour de son roi ou des choses comme ça? En dehors de ça, je voulais voir un match, j'ai réservé, j'ai vu. Je voulais voir tel truc, etc. J'ai vu, je voulais voir les billets de ça, je voulais sortir, etc. Je voulais manger telle chose, je voulais en même temps que je mange faire tel truc, etc., etc. Tout était là. Et tous mes désirs, je peux les remplir sans aucun problème, quasiment dans l'immédiateté. C'est génial! Qu'est-ce qui construit quelqu'un? C'est dans la capacité qu'il a de gérer la relation au temps et la frustration. Pourquoi? Parce qu'il viendra un jour dans lequel tu verras que le temps joue un rôle et que ton désir n'amène pas toujours le résultat que tu le veux. C'est où? C'est dans ta relation amoureuse. Et dans une relation de couple. Entre la manière dont on voudrait que les choses se passent et la manière dont elles vont se passer, il va falloir qu'il y ait du temps pour que les choses coïncident. Évidemment. Et le temps va devoir être présent. Et ça ne se passera pas tout de suite comme tu veux. Et tu vas être obligé de gérer une frustration, que ma femme, elle n'est pas exactement, et que mon mari, elle n'est pas exactement, et que ma belle-mère, etc. Bon, enfin, la belle-mère, c'est classique, etc. D'accord? C'est-à-dire, c'est... Et moi, je rêvais, home sweet home, d'un univers gentil, mon mari sympathique, ma femme agréable et douce, etc. Nanana, et je vois que c'est pas là. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, j'en ai marre, je me barre. Pourquoi? Bah, c'est 4 semaines que j'attends. Alors, comme il y a les copains qui vont faire pression, ils vont dire, mais non, attends un petit peu. Et même si on ne se met pas et on ne part pas, mais à l'intérieur de soi, on va mal le vivre. Pourquoi? Parce que ce qui est normal pour nous ne l'est plus. Quoi, il faut du temps pour que la réalité telle qu'on la souhaite se mette en place. La réponse, elle est oui, mon frère. Oui, mon frère. Oui, oui, c'est comme ça. La relation à l'immédiateté est quelque chose qui, un, nous empêche d'apprécier réellement ce que nous allons vivre, et deux aussi, avant la problématique de la frustration, nous interroger sur la raison réelle pour laquelle nous voulons accéder à telle et à telle chose. On n'a plus le temps de s'interroger sur le pourquoi de notre désir, que celui-ci arrive immédiatement. J'ai envie, je vais, j'appuie, c'est là, mais pourquoi au fond je le veux? Pourquoi j'en ai besoin? Pourquoi j'avais envie d'envoyer tel message? Pourquoi? À quoi ça correspond? Est-ce bien nécessaire? Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être éventuellement une fuite? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui n'est là que pour combler autre chose? Toutes ces questions qu'il serait intéressant de se poser dans la vie, de manière générale. On ne se les pose plus. Quand par exemple, vous voulez sortir, pourquoi je veux sortir? Qu'est-ce que j'attends de ma sortie? Quel est le manque qu'elle vient combler? Quels sont les critères que je mets en place pour y aller? Toutes ces notions-là qui sont des trucs basiques. Tu vas investir 20 euros, 30 euros, 40 euros, voire une bouteille. D'accord? Pourquoi je veux? Qu'est-ce que j'attends? Est-ce que je pourrais l'avoir autrement? Est-ce que j'ai essayé une fois de faire autre chose? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Point. Et après, rewind. Si j'ai le temps de réfléchir, que les notifications n'arrivent pas et que les copains m'en vont pas, allez, elle était où? La dernière fois où je me suis dit,
que je voulais le faire, c'était quand? Entre ce que j'imaginais et ce que j'ai vécu, est-ce que véritablement les choses étaient en adéquation? Est-ce que ça m'a réellement apporté ce que je voulais? Quel était l'état d'esprit et le mieux-être dans lequel je me situe après? Juste, vous cochez des cases. Et il y a des fortes chances que vous allez dire, ça ne te dérange pas, je vais aller me faire une petite pizza tranquille, me faire un petit gâteau au chocolat moi-même, et puis je vais me poser, je vais prendre le temps de m'occuper de moi. C'est à ce moment-là où notre histoire elle se construit. Mais c'est vrai que, évidemment, qu'à ce moment-là, on est hors système. Et le Rambam dit que le problème numéro un que l'on a, nous, en tant que tel, c'est le fait que l'on n'aime pas être mal vécu par les univers dans lesquels on est. Traduction, l'homme n'aime pas se sentir libre. L'homme n'aime pas se sentir libre. On croit qu'on est libre, on ne l'est pas. La preuve, c'est regarder le poids et l'importance qu'a le groupe sur notre vie. Ah, t'es pas cool, pourquoi tu vas pas, etc. Alors certains peut-être ne sont pas concernés, arrivent en effet à se positionner et à faire en telle sorte que ça ne soit pas ce que le groupe va leur dire qui va les amener à. Les addictions commencent souvent par le fait qu'on n'arrive pas à résister. Allez, c'est bon, vas-y, viens, on va s'en faire une. Allez, c'est bon, ça va, c'est détente. Allez, une petite chichaine n'a jamais fait mal à personne, c'est Claude Rose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on rentre, et quand nous on dit, mais pourquoi je le ferai? Parce que les gens se disent, pourquoi pas? Moi je leur dis, et pourquoi oui? Pourquoi oui? Mais il y a peut-être une vraie raison. Pourquoi oui? Non, mais parce que c'est sympa. Terme fourre-tout. C'est sympa. Pourquoi oui? Pourquoi oui? C'est comme les gens disent que, parfois on oublie d'inverser les questions. Quand les gens disent, ouais, prouvez-moi que Dieu existe. Je dis, bonne question. Peux-tu me prouver que Dieu n'existe pas? Me prouver que Dieu n'existe pas. Prouve que Dieu n'existe pas. Alors souvent c'est, non, si Dieu existait, alors il y aurait Dieu. Non, tu as mis un postulat que Dieu, s'il est là, ça doit fonctionner comme A. Comme ça ne fonctionne pas comme toi, tu as décidé, donc il n'est pas là, c'est super. C'est le raisonnement nul dès le début, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi, oui? Pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quel va être le plus que je vais avoir entre l'instant T et l'instant T prime? Pourquoi j'ai besoin de répondre à mon besoin à travers cela et pas à travers autre chose? Est-ce que j'arrive à explorer une possibilité? Ces questions toutes bêtes, il faut juste avoir le temps de se les poser. Juste le temps de se les poser et de s'exposer à la feuille blanche sur laquelle on va prendre le temps d'écrire. Vous savez, c'est passionnant. La question est, est-ce que dans la vie, on a envie à un moment de passer à la classe supérieure? Est-ce qu'on a envie de passer à la classe supérieure? Est-ce que passer à la classe supérieure, c'est s'acheter une voiture, se marier et avoir des enfants? Non. C'est à un moment se positionner dans la vie d'une manière autre, tout en étant inscrit dans l'existence. Mais avec une certaine forme de distance, de recul, il y a un regard sur la vie qui n'est plus le même. Mais en vivant toujours, en n'étant plus à un moment soumis à quelque chose qui n'est pas nous. Le but de la vie de quelqu'un, c'est quoi? C'est de sentir qu'il maîtrise pleinement son existence. Quel est celui qui par excellence maîtrise? Quel est pour vous le symbole de la personne qui dirige tout, qui maîtrise tout? Rien n'est au-dessus de lui, sauf Dieu. C'est qui? Dans nos sociétés, et surtout dans les sociétés anciennes, celui qui était au-dessus de tout, le roi. Le roi le veut. Le roi le veut. La force du roi, c'était que le roi ne devait des comptes à personne. Je décide, je suis le patron. Il n'y a pas d'Assemblée nationale, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de ce que vous voulez, il n'y a pas d'études qui se font, etc. Non, rien. Le roi le veut, point. Le roi décide, la voix du roi, c'est la voix de Dieu, point. Et au-dessus du roi, il y a juste Dieu. D'accord? Le roi, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande, nous, d'être Mélech, d'être le roi de notre vie. C'est-à-dire que le seul auquel on se soumet et auquel on est soumis, c'est Dieu. Point. En dehors de ça, je ne suis soumis à personne. Je veux être Mélech. Pour pouvoir réussir à ça, comment on fait? C'est très simple. Mélech, c'est 3 lettres.
Même la Metcalf, vous l'avez sûrement entendu une fois. Même, c'est quoi? C'est Moar. Moar, c'est quoi? C'est le cerveau. Même, Moar. Après Lamed, lève, le cœur. Après Kaved, le foie. Le foie, vous le savez, au passage, est l'organe le plus gros de tout le corps. Et c'est celui qui est gorgé de sang. Le foie est gorgé de sang. Le sang, c'est quoi? C'est la vitalité. C'est tout ce qui nous permet d'exister dans notre dimension totalement charnelle. Le roi, c'est celui qui dirige sa vie d'abord avec sa tête. Qui en second temps inscrit dans sa vie ses émotions. On appellera pour certains ça l'intelligence émotionnelle, et après, il est dans le passage à l'acte. Après, il est dans le passage à l'acte. On peut faire le contraire. On peut en effet agir parce qu'on a des désirs. Après, on intègre des émotions, et après, vous savez à quoi sert le cerveau? À justifier la raison pour laquelle nous faisons ça. Non, mais je t'explique en vérité. Non, mais en vérité, tu ne comprends pas, mais je t'explique, mais tu ne peux pas comprendre. Les gens disent, laisse tomber, tu ne peux pas comprendre. Circuler, il n'y a rien à comprendre. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre, tu es bête. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vérité que tu n'es pas capable d'expliciter. Quand on fait le contraire, quand on commence avec le kaved, après avec le lev, et après avec le même, ça fait kaf la même. Kaf la même, c'est quoi? C'est kloum, l'inexistant. Ou kalem, la destruction. Et ce n'est pas juste un jeu de mots. C'est-à-dire, qui dirige quoi? Lorsqu'on est dans les addictions, ce n'est plus nous qui sommes au contrôle, ce n'est plus nous qui sommes aux manettes. Moi, je me rappelle, il y a très très longtemps, j'avais fumé. Il m'arrive de temps en temps encore, si quelqu'un me donne une cigarette, de fumer. Mais très très longtemps, je me rappelle, moi j'avais commencé, je fumais pas beaucoup, je fumais genre 6 cigarettes par jour, 5-6 maximum. Je ne supportais pas du tout la fumée, donc il n'est même pas en question en rêve que j'entends les gens avec une odeur de fumée. Et je me rappelle, c'était il y a 25 ans, un jour j'étais un soir, j'étais au bureau, j'ai eu envie de fumer. J'ai pas de cigarette. J'ai replié, j'ai récupéré une cigarette à moitié écrasée. Et je me rappelle de ce geste. Je donne ma dose. Tu te regardes, tu me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je suis capable de faire quelque chose? Bon, c'était ma clope, hein, j'ai pas récupéré dans le centre de quelqu'un, faut pas exagérer quand même. Mais quand même, à un moment, il y a quelque chose, il faut. Et donc, est-ce que je suis encore le patron de moi-même? Qui me dirige? Il y a des gens parfois dans la vie qui disent, non, comprenez, c'est pas possible, c'est plus fort que moi. Mais à travers cette phrase, tu viens de donner la réponse à ton problème, tu viens de dire c'est et moi. C'est plus fort que moi, donc il y a c'est et il y a moi. Pourquoi c'est c'est qui est plus fort que moi? Pourquoi c'est pas moi qui est plus fort que c'est? Qui a décidé que c'est ça qui doit être le patron sur ça? Pourquoi c'est pas ça qui doit être le patron sur ça? Ah, maintenant vous vous rendez pas compte, pourquoi? Parce que c'est le phénomène de récompense. Parce que j'ai besoin d'un système de mieux-être. Parce que j'ai besoin de combler, parce que j'ai besoin de remplir. Est-ce que je comprends? Évidemment, c'est totalement compréhensible. Tu as une souffrance, tu as une difficulté, tu as un manque, tu as un stress, tu as autre chose. Tu vas vers quelque chose qui va te faire oublier, qui va te donner l'illusion d'un mieux-être, mais dont le résultat, on sait très bien, ne sera pas pérenne. Plus que cela, au bout d'un moment, eh bien, on aura presque un regard négatif sur soi, parce qu'on se rend bien compte que quelque part, on allait dans la solution du pauvre, parce qu'on n'a pas imaginé qu'il y en avait une autre. Parce que l'autre ne sera pas immédiate. Alors que là, paf, paf, c'est une dose. Je me prends une dose. Je me prends une dose. Dans tout. C'est-à-dire dans toutes les addictions, j'y vais. Tout de suite, ça me remplit. Tout de suite, ça me donne cette sensation. Tout de suite, ça y est, j'ai rempli ce manque. Et c'est quelque chose dans lequel on va aller de plus en plus rapidement. Et quelque chose auquel on va s'habituer de plus en plus. Prendre le temps de est quelque chose de tellement complexe. Mais c'est quelque chose qui, quand on l'a installé chez soi, nous remplit, crée chez nous un véritable mieux-être. Mais tant qu'on n'en a pas vécu l'expérience, évidemment que c'est quelque chose qui est très très difficile à atteindre. Ça fait 50 minutes que je vous parle de ça. Si vous le voulez, je vais m'arrêter. Et j'aimerais continuer avec vos questions pendant quelques instants. J'ai ouvert des portes. Ce que j'essaie de faire avec vous, c'est de vous montrer d'abord que les problématiques d'addiction elles touchent tout le monde. Que le problème numéro 1 dans l'addiction, c'est d'accepter qu'on en a une. Et que la plupart du temps, on ne veut pas dire « mais non, mais pas moi, mais non, c'est pas vrai, déjà, etc. » C'est du faux.
Qu'est-ce qui se passe au niveau des phénomènes addictifs très rapidement, sans rentrer trop dans l'univers médical? C'est quoi ce phénomène de récompense que l'on a? Comme l'Agma nous dit, vers Katan Badam, l'homme il a un petit membre, etc. Et au bout d'un moment, il croit qu'il le rassasie, mais plus il le rassasie, plus il lui donne faim. Et au bout d'un moment, on rentre dans la spirale. À partir de ça, on a essayé de rentrer dans la problématique des addictions, surtout dans les domaines d'Internet ou ailleurs. Et de voir que derrière ça se joue la problématique du rapport au temps, le rapport à la frustration, l'incapacité à un moment de savoir attendre entre le moment où je veux et le moment où j'ai. Donc des incidences qui vont pouvoir avoir des conséquences très concrètes au niveau d'une vie amoureuse, d'une vie de couple. Puisqu'on va prendre l'habitude que si les choses ne se passent pas tout de suite comme on le veut, brusquement il ne se passe plus rien. Ou alors il faut partir ailleurs, il faut quelque part arrêter une histoire pour construire une histoire ailleurs. Parce que tout simplement, je n'ai pas tout ce que je le veux immédiatement, et donc c'est pas possible parce que je ne sais plus gérer la relation au temps, je ne sais plus gérer mes frustrations. C'est pas que je veux pas, elle ne sait plus faire. Et c'est là où en effet il y a tout un travail qu'on peut faire. Ce travail, c'est le travail de Malchut. Le travail de Malchut, c'est ça. Et se poser des questions. Si vous arrêtez, si vous bloquez la relation au temps, pourquoi, oui, pourquoi je le fais? Reprenez l'exemple d'une sortie. Pourquoi je sors? Ah, elle me prend la tête, j'ai envie de kiffer. Il n'y a pas de problème. Pourquoi tu as besoin de kiffer? Pourquoi j'ai besoin de kiffer? Est-ce que j'ai besoin de remplir un manque ou j'ai besoin d'installer quelque chose de supplémentaire? Juste, voilà. Je ressens un manque. Pourquoi je ressens un manque? Quelque part, se poser des questions très détendues. Et pourquoi je fais ce choix-là? Pourquoi je n'envisage pas autre chose? Pourquoi à un moment, je n'imagine pas que? Et si je me base sur mes expériences passées, est-ce que véritablement je sais que ça va répondre? Non. Alors pourquoi j'y vais? Parce que je ne peux pas imaginer autrement, parce que les autres me poussent. Donc est-ce que je suis libre? Est-ce que ce n'est pas le groupe qui me pousse à? Même si à la limite, elle se lève et on y va. Même si à la limite, après, on dit, c'est pas grave, je vais quand même. Mais au moins, tu as déjà commencé à prendre le temps de réfléchir. Tiens, ce n'est pas parce qu'on réfléchit qu'on va tout de suite être capable d'aller suivant ce que notre réflexion nous amène. Évidemment, ça serait trop beau, ça serait génial, vous imaginez. Mais le fait de s'être posé la question, mais ça va vous faire passer comme des gens très étranges, dans un monde dans lequel on veut vous prendre le temps de réfléchir pour poser des questions. Et c'est un univers qui est valable partout. Ne prenez surtout pas le temps de réfléchir. Vivez immédiatement l'instantanéité des choses, réagissez le plus vite possible, flashez le QR, ayez tout de suite la réponse, et hop, et comme ça, cet outil qui est incroyable, qui s'appelle le Moar, il est en déshérence, on le met de côté. Vous avez la possibilité de changer la donne. Et dans tous les domaines, cette question du pourquoi oui. Cette question de pourquoi je veux vers ça et pas vers autre chose. Qu'est-ce que ça me procure réellement? À quoi ça correspond? Tout ça, ça peut l'être. Si vous réalisez qu'à un moment, vous êtes dans des problématiques d'addiction et que c'est très difficile, pas de panique. C'est des choses qui se règlent. Envisagez toujours que c'est là pour combler un manque, pour réparer un trauma, pour pouvoir oublier un abus ou des choses comme ça. Il ne faut pas avoir peur à un moment d'aller et de se dire « j'ai vécu, j'ai souffert, il s'est passé quelque chose de fort, je cherche à le combler, je cherche à l'oublier, donc je suis rentré ». Pour ça, il y a des personnes dans ces métiers, d'accord? Il ne faut pas avoir peur de s'y confronter, parce que quelque part, la grandeur de quelqu'un, c'est d'accepter qu'à un moment, la difficulté qu'il a sera le socle sur lequel il va bâtir son futur. Parce qu'à partir du moment où tu prends ta difficulté, non pas comme étant l'expression de ce qui ne va pas chez toi, mais comme au contraire un lieu de bataille qui va te faire grandir, eh bien, tu n'as pas peur d'y aller. Et ce que les autres te diront, la plupart du temps, sera beaucoup plus là pour t'empêcher d'y aller parce que tu les remets en cause. Sachez, et je conclue là-dessus, que chaque fois que vous commencerez une démarche dans ce type d'environnement, au niveau des addictions, quelles qu'elles soient, ou alors nommez pourquoi oui, ce genre de choses, ceux qui se moqueront de vous, ceux qui chercheront à vous mettre de côté, sont ceux que vous remettez en cause. Parce que vous serez en miroir de ce qu'ils auraient pu devenir et ce qu'ils n'ont pas décidé d'être. Vous renvoyez à l'autre ce qu'il aurait pu devenir à travers votre propre mouvement, mais ce qu'il n'a pas décidé d'être. Et quand vous renvoyez à quelqu'un cette image, soit il décide de se bouger lui-même et à partir de cela de se construire, soit il vous renvoie parce que vous lui rappelez trop le fait qu'il n'a pas voulu être dans cette prise de décision. Et ça appartient à chacune et à chacun d'entre nous. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai rencontré des addicts, des ex-addicts, à travers Retourneau ou à travers d'autres, qui sont sortis de leurs addictions. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie et le bonheur qu'ils ont, d'être redevenus maîtres. C'est pas du tout. Ils n'y toucheront plus. Parfois, boira son petit verre de vodka le Shabbat matin,
parfois il regardera son machin, etc. Mais il a repris totalement le contrôle parce que tout simplement il a appris à se remplir de tellement d'autres choses qu'il n'a plus de temps à perdre par rapport à ces addictions qui quelque part n'étaient là que pour remplir un vide existentiel. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous. Et si vous le voulez bien, on a quelques minutes, hein, il est -5, pour passer à vos questions. À vous les questions. Allez-y, à vous les questions. Il y a une question. Oui. Pour sortir de l'addiction, on est obligé d'avoir une aide extérieure ou on peut faire ce travail sur les... C'est très compliqué de faire un travail. On peut le faire, mais c'est très complexe. On n'est pas obligé, parce que d'abord, il faudra définir quelle est la base. Imagine que tu as des addictions qui prennent leur origine dans des problématiques de souffrance, qui sont liées par exemple à quelqu'un qui a vécu des abus, chose qu'on retrouve très souvent. Il va falloir faire un travail par rapport à ça. L'hypnothérapie aide énormément. C'est pas, le travail sur les addictions, c'est pas quelque chose qui prend 20 ans, hein. C'est quelque chose qui peut se faire relativement vite. Il y a des personnes qui à un moment réalisent qu'elles sont addictes et qui disent stop, j'arrête, et qui peuvent le faire toutes seules. On peut le faire toutes seules, mais parfois on a besoin d'aide. L'aide, il y a des techniques, hein. En TCC on aide beaucoup les gens, etc. C'est-à-dire, c'est parfois il va dire voilà, je veux, donnez-moi le truc. Comment, et la personne après nous apprend à, et attention, le coup du sport, etc., de choses, il faut apprendre à se remplir de choses qui nous font du bien par ailleurs, et qui nourrissent en effet ces sensations, parce qu'il y a aussi un problème chimique, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire parfois c'est un problème purement chimique, c'est-à-dire que le cerveau est habitué à recevoir sa dose, et s'il n'a pas sa dose, il y a un manque, et il faut bien combler ce manque. C'est pas Stam, c'est le gars qui est addict. Moi j'ai rencontré des gens super bien, qui étaient addicts à des trucs no comment, je ne vous les raconterai pas, vous allez tomber à la renverse, mais ça restait des gens super bien. C'était des gens bien, vraiment bien, des braves types, des bons juifs, sympathiques, etc. Ils avaient une addiction sur un truc et les gars ils étaient complètement à l'ouest. Et tu restes quelqu'un de très bien, mais tu es rentré dans un système, ils ne savaient pas comment s'en sortir. Et on peut s'en sortir, ça je peux vous le garantir. Oui. Quand on sort justement de ce système, on se sent hors système. Est-ce qu'on ne risque pas de retourner? Alors, oui et non. C'est-à-dire que tu es dans le monde, mais quelque part tu n'es plus dépendant de ce monde. Donc tu es là, tu as toujours des amis, tu sors, tu bouges, mais à un moment, c'est toi qui contrôles l'histoire. C'est tout. C'est-à-dire que c'est ce sentiment de pouvoir contrôler sa vie qui est le plus intéressant. Mais c'est vrai que quand tu as des gens qui ne peuvent pas imaginer une soirée quelconque sans que ce soit de l'alcool, ou ce genre de choses, au bout d'un moment, cet univers-là ne correspond plus nécessairement à ce que tu es, tu en découvres d'autres. C'est pas, quand on dit on est hors système, c'est-à-dire qu'on se rend compte que on se sent capable de dire non sans problème. Sans problème. Et on est là. Je connais quelqu'un qui avait un problème d'addiction à l'alcool et qui m'a raconté que quand il a commencé à faire son travail, il allait dans des soirées, on lui proposait, il disait non. Donc il allait dans la soirée et il observait. Et il voyait un petit peu comment les gens avec l'alcool commençaient, et c'était très intéressant. Donc il était là, mais il était dans la maîtrise de l'histoire et non pas soumis à une histoire. C'est surtout ça qui est très intéressant. On n'est pas soumis à quelque chose. Oui. Est-ce que celui qui a la capacité de maîtriser son temps ne peut être addict à rien? Oui, éventuellement, mais savoir maîtriser son temps, c'est un vrai travail. C'est vrai. Est-ce que être addict à la Torah, c'est une bonne chose? Non. Non. À retournant, on traite des gens aussi qui étaient addicts à la Torah. Ah ouais, c'est pas Non. C'est une mauvaise... Parce que l'addiction, ce n'est plus un choix. L'addiction, ce n'est plus un choix. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens, non, il faut que j'étudie, il faut que j'étudie, il faut que j'étudie, ils ne voient plus leur femme, ils ne voient plus leurs enfants, etc. Non, c'est important. Pose-toi, mon frère, regarde, il y a le monde, il y a l'univers, il y a ta femme, il y a tes enfants, il y a des amis. Et c'est presque obsessionnel. Et ça devient presque obsessionnel. Alors qu'en vérité, ce qui est important, c'est au moment où tu étudies, tu étudies. Il faut que ça soit régulier. Sinon, étudier, et de la même manière, il y a des gens après qui ont des TOC, des troubles obsessionnels du comportement par rapport à la Torah. Est-ce que j'ai fait le tir SAD? Non, mais il faut que je fasse le tir. D'accord. Et là, on est dans un problème psychiatrique. Enfin, psychiatrique, c'est pas que le gars est fou. Hein. Quand je dis psychiatrique, la psychiatrie, c'est pas la folie. Hein. C'est un des domaines de la médecine qui s'occupe de ça. On peut avoir des gens qui sont dans des TOC, au niveau, par exemple, est-ce que j'ai bien mis le bon Sefer au-dessus du bon Sefer, ce genre de truc. Et sans arrêt, ils se posent la question. Ça, c'est des manières, après, c'est des... Non, mais c'est ça. manières. Oui, mais c'est ce qu'on appelle des TOC. Ah, d'accord. Ça s'appelle des TOC. Avec plaisir, oui. Pour des addictions type, voilà, par exemple, l'addiction à la Torah ou au téléphone, on ne peut pas arrêter d'un coup, comme pour l'alcool, par exemple, vu qu'on est obligé de s'en servir pour plein de choses.
Enfin, il y a un moment, enfin, moi je sais que par exemple, des fois, je vais parce que j'ai besoin vraiment d'un coup de quelque chose, et je vais dériver et aller partir sur Alors, ce qui est très intéressant aujourd'hui, au niveau du téléphone, d'abord, on peut faire un truc très simple. Hein. Vous savez, en moyenne, combien de fois par jour une personne consulte ses messages, sa boîte à messages, je parle de ses mails, hein. C'est-à-dire rafraîchi. On a fait des études. 104 fois. Alors imaginez, vous êtes chez vous, 104 fois par jour, vous descendez voir si le facteur il a mis une lettre. Le mec, il y a du courrier. Ah, il y a du courrier. Attends, ça va tout en temps, mon frère. Non mais c'est vrai. Donc pour ça, on peut se mettre des règles. Pour ça, on peut se mettre des règles. Et ces règles, c'est enlever les notifications. Bing, bong, d'accord, premièrement. Et décider qu'il y a un temps dans lequel on regarde. Je veux dire, tu n'es pas urgentiste, enfin peut-être que tu l'es, mais il y a un moment, il n'y a pas d'urgence. Le problème, c'est que les gens n'arrivent plus à comprendre pourquoi tu ne réponds pas en temps et en heure, d'après leur système à eux. Se fixer des moments. Et aussi, vous avez aujourd'hui des logiciels qui vous bloquent l'utilisation du téléphone ou de certaines applications au bout d'un certain temps. Et c'est très bien. Si on n'y arrive pas, vous savez, c'est comme sur mon smartphone, ma femme, je lui ai demandé de me mettre un code qui met en place toutes les restrictions par rapport à tous les sites à 2,50 francs. Alors je ne sais pas pourquoi, parfois je veux aller sur Kuntras et ça dit site non... Je ne sais pas pourquoi, a priori Kuntras c'est quand même un site d'une revue de Torah. Mais pourquoi? Il y a quelque chose, je décide qu'il y a des choses, c'est limité, point barre. Pourquoi? Donc on peut se créer d'abord soi-même ses propres limitations et en même temps, il y a des logiciels qui aident à ça. Ou décider qu'en effet, la Coldsman tient un temps pour tout. Il y a un temps dans lequel je suis là et je regarde tout ça et je n'y reviens que dans 2 heures. Et si 2 heures après j'y reviens, je m'offre un morceau de chocolat pour me féliciter. Je rigole pas. Apprenez à vous dire bravo. Donnez-vous des médailles en chocolat. Vraiment. Moi j'apprends à me féliciter. Moi je peux vous garantir. Je n'ai pas de problème à me dire bravo, je suis très fier de moi. Donnez-vous des médailles. Oui. Est-ce que quelque part, c'est pas grand-chose de vouloir retirer une addiction lorsque la personne addict n'est réglée que par l'addiction elle-même? C'est-à-dire que si elle fait rien d'autre. Ben c'est là on va en psychiatrie. Non, parce que si vous lui enlevez, il n'a plus aucune raison de vivre. Ah oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut, c'est lui apprendre qu'il a d'autres raisons de vivre. Et pourquoi cette addiction est là? Elle veut faire disparaître quoi? Qu'est-ce qu'il masque? Qu'est-ce qu'il cherche à couvrir? Évidemment. Et c'est pour cela que c'est quelque chose qui se traite en psychiatrie. Mais c'est pas qu'on est fou, c'est-à-dire quelqu'un qui a dit qu'il n'est pas fou, c'est quelqu'un même de très bien, mais qui a une problématique particulière dans un domaine particulier. Et c'est à ça où en effet la psychiatrie aide, évidemment. Le professeur Lejoyeux, c'est un des grands spécialistes, enfin il est psychiatre et un des patrons en addictologie. C'est une science à plein temps maintenant, l'addictologie. Je n'ai même pas parlé d'addiction aux jeux vidéo et de jeux en ligne. Et de toutes ces choses qui, au bout d'un moment, voilà, créent des... Et le pire, c'est quoi? Le pire, c'est quoi? C'est que même si on veut soi-même ne pas y aller, on nous l'envoie en pleine figure en permanence. C'est-à-dire que le problème, c'est que même si nous, on ne cherche pas, on t'envoie un petit jeu, un petit truc, un petit machin. Attendez, moi, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. J'étais aux États-Unis il y a un mois, à peu près, un peu plus d'un mois. J'étais aux États-Unis. J'ai sur mon portable, donc, ce code que ma femme a mis, à qui j'ai demandé à ma femme de mettre. Donc, il fait que tout ce qui est pas cachère, en tout cas au niveau no comment, ça ne peut pas arriver. L'histoire m'arrive et je me demande comment ça s'est passé. J'étais là, il était 2 h du matin, je venais de finir une conférence, etc. Je rentrais et je répondais aux messages pour les gens de mon bureau qui allaient commencer à traîner dans quelques heures. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui me surgit en pleine figure? Tinder. Et pas je vois qu'on connaît, hein. Voilà, on connaît. Tinder. Et no comment, hein. C'est-à-dire que... Et pourtant, j'ai ce truc-là, c'est-à-dire qui empêche... Donc, pourquoi je vous dis ça? Je me dis, mais purée, tu cherches rien, comme disait l'autre dans sa chanson, c'est Souchon qui dit ça, j'étais tranquille, j'étais peinard. C'est lui qui chante des Asphia Hasra, c'était les années de Johnny. Je suis tranquille, je cherche rien, tu viens me voir. Et là, je parle dans ce domaine, mais ça peut être dans plein d'autres domaines.
Ça peut être le jeu, ça peut être le truc et les machins, t'es tranquille, t'as rien cherché. Alors il suffit, alors là-dedans, bon, ok, no comment, mais même, juste clique pour voir. Mais attendez, je sais pas si vous savez, mais les concepteurs de tout ce genre de choses ont travaillé dans les moindres détails pour que la dimension d'attraction soit la plus forte et la plus prégnante dès le début. C'est des choses qui se calculent, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est des choses qui se réfléchissent, avec tout ce qui va derrière. Donc vous voyez bien que... Dernière question, si on a encore. Non, c'est bon. Tu es le représentant de classe, c'est ça? Vous avez été élu? Très bien parlé. Montre-moi ta carte.